Bienvenue sur le plateau de Joël Etienne en collaboration avec TPLP TV et businessactuality.com. Je reçois en votre nom deux invités, deux Ivoiriens qui sont pétris de talent et de savoir politique. Leur point de vue peut permettre à beaucoup d'Ivoiriens de comprendre où va la Côte d'Ivoire, avec qui et comment. Ils sont pétris de talent, comme je le disais tantôt, parce qu'ils sont très écoutés en France, que vous appelez la diaspora ivoirienne. Il s'agit de, à ma droite, de M. Clément Seyi. M. Clément Seyi est le président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, DPACI, la société civile. Et à ma gauche, j'ai Serge Lebas, qu'on ne présente plus, un habitué de notre plateau. Lui, c'est le patron de TPLP, qui est aussi une société civile, dont il est en train de transformer en chaîne de télévision. Donc c'est avec ce projet de transformer TPLT en télévision que nous avons sollicité ce partenariat entre cette chaîne et la nôtre, businessactuality.com. Bonjour mes invités. Bonjour M. Joël Etienne. Monsieur Loba. Bonjour. Bien. En 62, M. Seyi, votre pays vient de fêter depuis le 7 août 2022 à Yamoussoukro l'indépendance de ses 62 ans en tant qu'Ivoirien. Même si vous n'avez pas 62 ans, ou bien si vous l'avez, quelle analyse vous faites de ces 62 ans? Merci bien, M. Joël Etienne. Alors, 62 ans, ce n'est pas 62 jours, ce n'est pas 62 semaines. 62 ans, c'est tout un parcours. 62 ans, c'est toute une histoire de la Côte d'Ivoire, notre pays. C'est depuis la lutte qu'a menée le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en passant par la période du multipartisme et le premier coup d'État, le multipartisme en 90, le premier coup d'État en 99, 24 décembre 1999, la rébellion le 19 septembre 2002 et la crise post-électorale. Alors, c'est tous ces éléments-là qu'on passe en revue et on essaie de faire un petit bilan. C'est comme ça dans la vie. Quand tu arrives à un certain moment, tu te poses et puis tu fais un bilan. Et donc, l'an 2062... Le bilan, il est comment pour vous, selon vous? Alors, vous savez, l'évolution de la Côte d'Ivoire, à partir d'un certain moment, pour moi, elle a été en temps de scie. Mais depuis un certain moment, bon, on commence un peu à voir un peu clair. Alors, Monsieur Serge Loba, les habitués de notre chaîne vous redécouvrent à nouveau. C'est tout un honneur pour nous. 62 ans d'anniversaire, vous êtes ivoirien. Oui, bon, c'est un honneur. 62 ans, c'est pas des siècles d'indépendance, mais c'est plus de la moitié d'un siècle. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour cette jeune nation qui est la Côte d'Ivoire. Et pas mal de choses ont été faites. Maintenant, il y a un contexte duquel nous sortons, qui est les différentes crises sociopolitiques qui ont montré certains dysfonctionnements. Et je pense que, nous devons tous résolument nous pencher vers un avenir plus serein. Et donc, 62 ans, oui, ça se fête quand même. 62 ans, ça se fête. Et vous l'avez fêté, vous? C'est une question à deux. Hein. Dites-moi si vous l'avez fêté, et si oui, comment vous l'avez fêté? Je l'ai fêté en esprit, je l'ai fêté dans mon corps, dans mon âme, parce que ce jour-là, j'ai travaillé, je n'ai pas pu avoir mon autorisation, mais j'étais de tout cœur avec la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé. Monsieur Loba? Oui, j'ai pris des nouvelles des uns et des autres, à qui j'ai souhaité la bonne fête. Et j'ai quand même pris le soin de me rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui avait mis en place toute une cérémonie. C'était le dimanche, non? Oui, le jour même de... C'était à 18 h, nous y étions aussi. Voilà, effectivement.
Donc j'ai pu renouer contact avec pas mal de nos compatriotes. Et puis c'était l'occasion de quand même se rassembler et aussi marquer le coup symboliquement, même s'il y a quand même pas mal de choses à faire encore, notamment dans notre diaspora. Et je pense que, bon, on avance. On avance. Alors, êtes-vous fier d'être ivoirien? Oh, quelle question. Il faut que je la pose. Il faut que Oui, je la pose. si je n'étais pas ivoirien, on aurait dû me créer quelque part, mais franchement, je suis tellement fier que je ne sais pas, les mots me manquent d'ailleurs. J'ai d'ailleurs ému quand je parle de ça. Monsieur Lebas, vous êtes fier d'être ivoirien? Oui, je suis fier d'être africain et je suis très fier d'être ivoirien parce que je pense que malgré les différentes difficultés, l'Ivoirien a toujours de l'humour et l'Ivoirien sait créer, on a créé des multitudes de danses, nous sommes un peu immensément culturels et donc effectivement il y a de quoi en être fier. Bien, alors le 14 juillet, les trois présidents se sont rencontrés au palais présidentiel à Abidjan. Et contre toute attente, on n'a pas vu les deux autres à Yamoussoukro. Monsieur Seyi. Oui. Alors, mais écoutez, la Côte d'Ivoire, elle fait 62 ans. Cette année, s'ils ne sont pas venus, pour moi, j'estime que peut-être qu'ils étaient empêchés parce que personne, aucun d'eux, n'a fait une déclaration officielle pour justifier son absence. Donc c'est comme l'an 61, c'est comme l'an 60, c'est comme l'an 50, l'an 52. Tous les présidents, tous les ex-présidents n'étaient pas présents. Donc s'ils n'ont pas pris part à cela, je considère que voilà, c'est comme les autres les années passées. Faut-il les blâmer? Ah non, je ne les blâme pas. Non, je les blâme pas. Déjà, j'ai apprécié le 14 juillet lorsqu'ils se sont retrouvés à la présidence, sur l'invitation du président Ouattara. J'ai apprécié ces moments. Donc s'ils n'ont pas eu le temps d'aller à Yamoussoukro, on ne peut pas les blâmer. Surtout que personne n'a justifié. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient occupés, ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas, ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas contents. Donc moi, je ne cherche pas le pour quelque part. Monsieur Lebas. Oui. Le 14 juillet, la même question, ils se sont retrouvés et tout le monde pensait qu'on allait les retrouver sous le chapiteau à Yamoussoukro. Et du coup, en lieu et place des deux anciens présidents ivoiriens, c'est Taylor du Libéria et puis Omaro Sissoko de la Guinée-Bissau. Oui, effectivement, ça aurait peut-être été une bonne chose qu'ils soient là, mais je pense que, vous savez, il y a des divergences de calendrier des uns et des autres, et je pense que la dernière fois, ils se sont rendus au palais présidentiel, ça a décrispé un peu la situation, ils ont marqué le coup, donc pour moi, il n'y a pas de jugement particulier à apporter à leur absence. C'est un fait banal, mineur? Oui, pour moi, je considère pas. En fait, peut-être que ça peut être une communication dans une certaine mesure. Mais de mon point de vue, je n'entre pas dans ce débat, quoi, en fait. D'accord. Bon, lors de son adresse à la nation, le président Ouattara a pris quelques mesures que je vais citer. Il en a pris 5. Extension de l'indemnité du logement à tous les fonctionnaires. Révalorisation de 20 000 francs par mois de l'indemnité contributive de logement. Révalorisation de la prime mensuelle du transport. Révalorisation de l'allocation familiale qui passe de 25 000 et de 2 500 à 7 500. Instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du solde de base payé au début du mois de janvier suivant. Ces mesures vont rentrer dès le mois d'août en vigueur. Comment vous avez accueilli ce discours? Je donne la parole cette fois-ci à M. Lebas. Bon, je pense que c'est une batterie de mesures d'ordre financier. Et donc, je pense que quelque part, dans un contexte d'inflation galopante, ça peut permettre d'indexer le pouvoir d'achat à l'inflation. Et donc, je pense que c'est contre la vie chère,
Contre la vie chère, ça peut être un outil de soulagement. Après, voilà, un outil de soulagement. Il reste à voir la mise en application effective de cette décision. Ils ont dit que fin août, ça prend effet. Là. Fin août, ok, on attend de voir. Et puis, du coup, moi, je pense que c'est un effort. C'est un effort, on va dire, à saluer. Parmi tant d'autres affaires aussi, quand même. Je pense qu'on a quand même besoin de beaucoup plus de on ne choses. peut pas tout avoir en même temps. On ne peut pas tout avoir en même donc, temps. Donc il faut aller pas à pas. Voilà. Et donc vous vous inscrivez dans la logique du président de la République de Côte d'Ivoire d'avoir écouté le peuple et de tenter de soulager un peu ce peuple, quand bien même que l'inflation ne dépend pas de la Côte d'Ivoire uniquement. C'est une histoire qui... L'inflation, ça se maîtrise, hein, vous savez. L'inflation, ça se maîtrise. Vous savez, tirer les prix vers le bas, c'est une volonté politique. Vous savez, s'il y a des gens qui ont le monopole, ils augmentent leurs prix comme ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a du travail à faire. Et du coup, je pense que cette batterie de mesures est la bienvenue, politiquement déjà. Et puis après, on verra les effets que ça aura sur les finances du panier de la ménagère. Alors, monsieur Sey, je rappelle que vous êtes le président fondateur du Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, une ONG de la société civile. Donc, vous êtes très observateur sur cette société civile ivoirienne. Alors, le discours, les mesures qui ont été prises, les mesures pécuniaires qui ont été prises lors de son adresse à la nation du président Ouattara le 6 août, comment, en tant que responsable d'un organisme de la société civile, comment vous avez accueilli les différents points que je viens d'énumérer? Alors, pour nous, c'est à saluer. C'est à saluer pourquoi? Depuis 1960, les enfants des fonctionnaires étaient payés à 2500 francs. Là, ils passent du coup à 7500 par enfant. C'est à saluer. Les logements, les prix de logement ont une augmentation de 20 000 francs. C'est à saluer. Pour tous les fonctionnaires. Et même pour les militaires aussi, le corps habillé. Oui. Donc, c'est des actes qui sont à saluer. Moi, je tiens à préciser que alors, le président de la République, dans l'année, il fait des discours solennels 3 fois. Le 1er mai, le 6 août, le 31 décembre. Donc, les mesures viennent crescendo. À chaque discours solennel, il donne des mesures. Et je pense que pour ce discours-là du 6 août, ces mesures-là, nous, on les accueille vraiment très bien. C'est très bien ce qu'il a pris comme mesure. On attend peut-être les autres discours à venir. Il peut y avoir encore d'autres choses, mais il en fera comme ça pendant 5 ans, durant son mandat. Donc il a 15 discours solennels à donner, et à chaque discours, il doit prendre des décisions, faire des propositions, mais selon sa vision, parce qu'il sait, il est conscient qu'au bout de 5 ans, il sera sur le podium, et il va défendre son bilan. Il va défendre son bilan, il va défendre son mandat aussi, et il va remettre son élection en jeu. Donc, il est conscient que c'est le peuple qui va le sanctionner. À chaque discours, il essaie de donner quelque chose. Alors là, nous, on les apprécie, on prend acte et on apprécie ça à sa juste valeur. D'accord. Alors, beaucoup ont dit que politiquement, le discours a été inachevé parce qu'il y a des militaires, des officiers qui sont encore en prison, il y a des opinions aussi, des opinions, des hommes politiques aussi qui sont en prison et qu'il aurait dû les libérer eux tous. Donc, le fait d'avoir libéré le commandant Abei et puis le contre-amiral Fossignou, les gens disent que bon, la symphonie n'a pas été achevée, M. Lebas. Oui, il y a comme un air d'inachevé dans le discours que je peux comprendre les réserves que peuvent émettre les uns et les autres quant à sa sincérité. Parce qu'effectivement, il y a encore des prisonniers politiques. La guerre, elle est finie depuis belle lurette. 11 ans, 12 ans maintenant. Voilà. Donc maintenant, il faut décrisper
Et puis il faut y aller, quoi. Donc il y a eu des gestes qui ont été faits. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo. Qui ne reconnaît pas, qui ne se sont pas concernés par la grâce présidentielle. Bon, en fait, ça reste quand même une communication assez constructive. Et donc, je pense que des efforts peuvent être faits encore, notamment pour les militaires et des civils, et des connus et des pas connus, et aussi les prisonniers politiques. Alors, monsieur de DPACI, les gens disent que ça a été un discours, une symphonie inachevée, qu'il aurait dû aller plus loin. Oui, bon, on ne peut pas en vouloir à chacun de penser ce qu'il veut, c'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le président, durant son mandat, il a 15 discours solennels, au cours desquels tout un chacun s'attend à quelque chose. Ce discours-là, voilà ce qu'il nous a présenté. Il fut une fois, lors d'un discours aussi solennel, il a libéré beaucoup de prisonniers, et dans le groupe, il y avait Mme Gbagbo. Il fut aussi des moments, au cours d'un discours aussi solennel, où il a fait aussi la part belle aux exilés. On ne peut pas attendre que des discours pour proposer des actions concrètes. Oui, non, mais là, nous parlons de ce discours. Nous parlons de ce discours, mais il a son... On attend des discours, à chaque fois, on ne va pas attendre des discours, on attend des actes forts. Oui. C'est ce que le peuple attend. Mais ces actes forts, mais ça se pose à tout moment. Mais dans tous les cas, les actes pécuniaires qu'il a posés, c'est des actes forts, monsieur Lebas. Oui, bien sûr, c'est des actes, entre guillemets, forts. Mais dans la rhétorique de M. Sey, c'est que à chaque discours, certaines choses vont être faites, et puis on va donner un peu au contre-goutte à la population. Là, il faut que certaines problématiques de fond soient gérées. Parce qu'on ne va pas traîner sur les mêmes problématiques qui durent depuis la fin de la guerre. Alors, M. Sey. Oui, M. Lebas, je pense que le président, il est le seul à avoir son calendrier. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit... Nous sommes dans une république aussi. Il est le garant de l'unité. Il est le garant de l'unité, chef de l'armée, chef de tout. Et donc, il sait aussi qu'à la fin de son mandat, il a des comptes à rendre. Voilà, il a des comptes à rendre au peuple. Il sait aussi qu'il a encore le suffrage des Ivoiriens à affronter. Et donc, il a son programme. Il agit selon son programme. Quand on n'est pas content, on peut réclamer, il n'y a pas de souci. Mais ça fait longtemps que les gens réclament. Oui, mais on ne va pas le faire. C'est-à-dire il ne fait pas selon les gens. Il a son programme. Oui. Mais nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un débat. Il y a eu la 5e phase du dialogue qui a été amorcée. On attend des résultats concrets. Et c'est pourquoi M. Sey dit qu'on a assez de temps et que le président, il écoute le peuple, il sait à quel moment il peut déboucher tel trou. Oui, mais il y a plein de personnes qui sont encore, en prison. Ça fait depuis plus de je ne sais pas combien d'années. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça permettrait de réellement décrisper la situation. Alors, maintenant, moi, je vous pose la question. C'est mon point de vue. Oui, c'est normal. Je vous pose la question. Moi, je dis que le président, il a son calendrier, sachant très bien qu'il sera exposé au peuple d'ici 2 ou 3 ans. Donc, il fait ce qui lui semble bon, ce qui lui semble bien opportun, à son rythme. Alors, pourquoi il n'a pas évoqué le cas de Blé Goudé de Soro selon vous? Personnellement, je pense que c'est un cas assez, celui notamment de Blé Goudé, assez complexe. Je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours, des discussions qui sont en cours. Il y a eu un pas qui a été fait, notamment celui de la remise du passeport. Maintenant, il faudrait voir comment est-ce qu'il peut rentrer au même titre que les artistes qui sont en exil ici, de façon sécurisée et une réelle réinsertion. Parce que c'est ça, on peut pas tergiverser des dizaines d'années sur des choses qu'on peut régler en prenant des décisions fortes. D'accord. Alors, M. Sey,
Selon vous, pourquoi le président n'a pas évoqué le cas de Soro et le cas de Blé Goudé? Alors, nous savons tous pourquoi Soro est en exil. On sait tous aussi ce que fait Blé Goudé de l'autre côté. Pourquoi Soro en exil? Ben, c'est selon ce que les gens disent. Voilà, il a été accusé, de fomenter un coup. Ça, tout le monde le sait. Enfin, le tribunal de Côte d'Ivoire l'a condamné aussi à perpétuité. Ça, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Okay, donc, s'il est en exil, on le sait. Maintenant, pourquoi pendant ce discours, il n'a pas parlé de lui? Ça, je ne peux pas répondre à cela. Parce que je ne sais pas. Par contre, pour Blé Goudé, aussi, je ne peux pas dire pourquoi son sujet n'a pas été abordé dans ce discours-là. Mais je sais que Blé Goudé a eu son passeport. Et dès lors qu'il a son passeport, ben c'est un Ivoirien comme tout autre, il peut rentrer au pays. Et je pense aussi qu'il y a aussi des... Qu'est-ce qui bloque alors? Comment? Oui, bon, il y a des échanges, il y a des négociations, comme vous venez de dire tout à l'heure. Des tractations qui se passent. Il y a des transactions qui sont en cours. Voilà, je ne maîtrise vraiment pas ce dossier, donc je ne vais pas ça suit son cours. D'accord. Mais maintenant, nous, on exhorte les uns et les autres, notamment le président, pour que les personnes qui sont en exil, notamment dans la diaspora, puissent rentrer de façon libre, transparente et qu'elles soient réinsérées. Bien. Oui. Alors, est-ce que... S'il en a les possibilités, bien sûr. Au regard de toutes ces analyses, est-ce que cela peut entacher le processus de réconciliation qui est enclenché et dirigé par le ministre Kouadio Konan Bertin Dikakabe? Monsieur Seyi. Alors, parlant de la réconciliation, alors j'ai toujours dit que la réconciliation, déjà, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mais quand on parle, et c'est un processus. Mais quand on parle de processus, il y a un début de processus et il y a une fin de processus. Bon. Alors, c'est dans ce processus-là que la Côte d'Ivoire se retrouve. Mais sur le chemin de ce processus, il y a effectivement, ce dont on parle actuellement, certains exilés. Il y a aussi des beaucoup sont rentrés quand même. Hein, oui, ça c'est sûr. Beaucoup sont rentrés. Il reste les plus sceptiques comme les Serge Kassi, en France ici, Gadi Seli. Je pense que c'est eux qui n'ont pas encore décidé de rentrer, je pense. Sinon, ceux qui... Non, je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours, et puis... ça n'a rien à voir avec leur entrée. Ils négocient peut-être comment ils vont se réinsérer. Sinon, pour leur entrée, ils peuvent prendre les bagages aujourd'hui, partir en Côte d'Ivoire sans problème. Oui, je pense que on va dire le concept même de réfugiés politiques a été... Oui, ça a été abrogé depuis le 30 juin. Je rappelle que le haut commissaire des réfugiés de la Côte d'Ivoire... Mais des gens qui sont partis et qui ont tout perdu, oui. Ils ne vont pas retourner comme ça avec... Voilà, sans avoir un minimum d'accompagnement social. Mais je pense que... Donc, je pense que c'est peut-être dans ce cadre. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec les différentes personnes, notamment d'approcher aussi à ce sujet le ministre de la Réconciliation qui fait un travail remarquable au passage, que je salue. Et je pense que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, mais quand c'est trop sur la longueur, après les gens sont découragés. Et puis, moi, par rapport aux artistes dont tu parles, oui. Bon, quand je vois déjà, par exemple, monsieur Kone Katina, quand il est rentré, il a retrouvé son travail, qu'il a laissé en exil. Donc, je ne vois pas ceux qui sont ici. Quand ils retournent au pays, ben, le travail qu'ils ont... Nous sommes dans un processus de réconciliation. Quand ils retournent... Il a retrouvé son travail, oui. Parce qu'il y a des autorisations qui ont été faites. Il n'est pas venu comme ça pour dire « je reviens au travail ». Oui, mais... Voilà, parce que c'était un fonctionnaire, oui, mais au passage. Oh, d'accord. Donc, il y a des conditions pour reprendre ce travail. C'est pareil pour eux là-bas. Oui. Quelles conditions peuvent être mises en place pour que de façon sécurisée et même de façon solidaire, puisque le président de la République a employé plus d'une fois ce terme, c'est de la solidarité entre êtres humains, déjà. Comment est-ce qu'ils peuvent se réinsérer? Et on les accompagne, et puis au début, et après, ils font... Ça n'empêche pas qu'ils rentrent. Moi, je dis, ce que je dis, ça ne l'empêche pas de rentrer dans le pays. Mais le problème n'est pas de rentrer, tout le monde peut rentrer. Ben oui, mais donc... Mais pourquoi ils sont partis?
Ça, c'est ceux qui connaissent. Ils sont partis parce qu'à la suite des crises. Voilà. Maintenant, si les crises sont finies et qu'on attend un processus de réconciliation, en fait, oui. Il y a un ministère de la de la réconciliation, réconciliation qui fait un travail. ouais, ça il faut Il y le a un reconnaître. processus. D'accord. Voilà. Et la réconciliation nationale, c'est pas seulement d'avoir un processus, et c'est pas seulement qu'il y ait une institution, c'est un état d'esprit. C'est un sentiment. C'est une volonté même, c'est Voilà, une volonté c'est un sentiment aussi pour moi. qui accompagne le Voilà. sentiment de l'amour au son prochain. Voilà, pour moi, c'est un sentiment que justice a été faite, c'est un sentiment que la vérité a été dite, c'est un sentiment que réparation a été faite, et c'est un sentiment que la garantie a été apportée aux uns aux autres, que les différents dysfonctionnements de notre société ne se répètent plus pour éviter que les gens ne se retrouvent en exil. Ça. Et donc, c'est un sentiment. C'est pareil pour la cohésion sociale qu'on a rajouté à ce ministère. La cohésion sociale implique l'égalité des chances de tous les citoyens à l'accès au bien-être économique et Je social. pense même que Donc, moi, je pense que à partir même de la c'est cohésion, dans la cohésion, excusez-moi, je finis s'il Oui. vous plaît, dans la tête des Ivoiriens, il faudrait qu'il y ait ce sentiment que quelque chose de fort s'est passé. Et là, on dira que il y a le processus de et vous réconciliation. pensez que les Ivoiriens n'en sont pas conscients? Moi, je pense que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Parce que... Oui, mais c'est un processus qui Justement, a mais il faut aboutir le processus. Oui, mais on est déçus. Oui, ça ne fait que commencer. Ça fait, je crois, 18 mois que M. Kakabe a été nommé ministre. Voilà. Il a fait le tour, il est même venu à Paris. Moi, il a je les rencontré salue, les gens. je veux que le processus aboutisse. Il ne faut pas qu'on commence un processus Que ça s'arrête. qui s'éternise sur 10, 20 ans. D'accord. Alors, M. Sey, on va changer complètement de sujet. M. Tidiam Thiam est rentré à Abidjan. Dès qu'il est rentré, il allait saluer le président Ouattara. Après, il allait à Daoukro. Et hier, il a rencontré le président Gbagbo. Quelle analyse vous faites de ce retour de celui qui semble être l'enfant prodige de la politique ivoirienne? Alors, merci. L'enfant prodige, oui. De la politique ivoirienne, ça, je ne sais pas. Alors, M. Thiam, tout le monde le sait, c'est un fonctionnaire international qui a fait ses preuves à l'international. C'est un Ivoirien dont tout un chacun est fier. Quand tu as ton parent quelque part qui brille et qui est au sommet de ses responsabilités à travers le monde, on est fier. Alors, depuis le coup d'État du général... Ça fait 22 ou 23 ans qu'il est parti de notre pays. Maintenant, il est rentré. Il rentre, c'est tout à fait normal. Puis c'est très bien vu déjà d'aller d'abord saluer le chef du village qui est le président de la République, d'aller saluer, si je peux m'exprimer ainsi, son père spirituel qui est le président Angouna Bédié, et puis d'aller saluer le troisième homme fort du pays, qui est le président Laurent Gbagbo. Après avoir fait ses 3 tours, il peut aisément se promener dans le pays, aller rendre visite à ses connaissances, à ses relations, dans sa famille, aller à Yamoussoukro, voilà. Franchement, je suis très content qu'il soit rentré au pays. Monsieur Leba, Monsieur Tidiam, tout le monde, oui, il rentre quand, il rentre ceci, souvent, à coup de fanfare, on annonce, ça vote, et paf, il rentre en Côte d'Ivoire, il atterrit à Yamoussoukro, il va faire ses civilités d'abord familiales, après il va rencontrer le président Ouattara, du président Ouattara il va rencontrer le président Bédié, le président Bédié, et puis ça a été tellement rapide. Alors quelle analyse vous faites de ce retour et de ce dont je viens de vous énumérer? Oui, effectivement, merci pour cette question. Monsieur Thiam, que je ne connais pas personnellement, je connais à travers des médias interposés, je sais qu'effectivement il a eu des responsabilités au niveau international, de très hautes responsabilités, et il veut rentrer dans son pays, c'est une très bonne chose. Qu'il aille faire des civilités des uns et des autres, je pense aussi que c'est une très bonne chose. Maintenant, après, je ne connais pas son calendrier, ses intentions et ses ambitions politiques. Bon, voilà. Dans son cas, le PDCI-RDA, la genèse du PDCI
donne l'impression d'être à la recherche d'un candidat. Et cette jeunesse voit en M. Thiam le candidat idéal. C'est pour ça qu'autour de son retour, ben, il y a eu beaucoup de vacarme. Oui, après, ça reste quand même, excusez-moi du terme, mais de la communication. Mais je pense que s'il a quelque chose à proposer aux Ivoiriens, qu'il se mette au travail. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux que saluer son retour et peut-être son engagement. Je ne sais pas, il ne s'est pas encore prononcé politiquement. Donc, s'il a un engagement sur le peuple ivoirien, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Comment faire en sorte qu'on arrive dans un état de droit, avec l'égalité des chances pour les uns et les autres, une réelle souveraineté politique, culturelle et aussi voilà. Donc si effectivement dans ses projets pour la Côte d'Ivoire, s'il met le citoyen, le peuple au cœur de ses préoccupations, je pense que on pourra effectivement discuter, échanger avec lui, aller le saluer. Je rappelle que M. Serge Loba, il est aussi responsable de la société civile qu'on appelle TPLP. Et c'est pour ça que quand il parle, il insiste un peu sur la société, sur le peuple. Alors, M. Clément Seyi, bon, nous sommes en fin de mission. Quelle conclusion vous tirez de tout ce que nous venons de parcourir pour que votre pays aille de mieux en mieux? Alors, après le discours, par exemple, du président de la République, on entend beaucoup de choses sur les radios, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une symphonie inachevée et tout. Alors moi, je demande juste au peuple d'être calme, d'être serein. C'est vrai. Le président, toujours on attend beaucoup de lui. Mais pour moi, je pense qu'il écoute le peuple. À travers ces mesures qu'il a données, il a écouté un peu aussi le peuple. Un peu? Oui, il a écouté un peu. Pourquoi pas beaucoup? Oui, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Ce qu'il a donné, les mesures qu'il a données, c'est pas tout. Et on attend beaucoup. Alors, il a donné un peu. Donc, c'est en fonction de vos expressions que je vous ai posé la question. On attend beaucoup. Nous, le peuple, on veut beaucoup. Mais il a donné un peu. Donc, il a écouté un peu le peuple. Alors, moi, je pense que le peuple doit plutôt militer pour une vraie cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'on demande, s'il n'y a pas de cohésion sociale, s'il n'y a pas de cohésion nationale, on ne peut pas atteindre notre objectif. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Ok. Alors, M. Sèche. Oui, bon, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Seyi, c'est que le peuple fait confiance à ses dirigeants qui sont aux manettes. Donc, ces dirigeants qui doivent se mettre au travail pour qu'il y ait aussi justement cette cohésion sociale. Donc, alors je vous écoute pour la dernière question. Alors, la dernière question, on vient de faire le tour de l'horizon, je pense. Et comment vous voyez, qu'est-ce que, selon vous, en tant que responsable de la société civile, le vivre mieux en Côte d'Ivoire? Bon, vivre ensemble. Le vivre ensemble. La cohésion, la paix. La cohésion, surtout. Plus jamais, c'est que ce qui vous est arrivé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on aille de l'avant? Plus jamais ça, comme on le dit. Effectivement, il faut que nous ayons déjà une conscience populaire. Nous avons beaucoup d'informations qui représentent, je pense, pour le peuple et pour les citoyens, une mine d'or. Depuis aussi, nous avons investi des années, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les différents parcours politiques des uns et des autres, et les différents desiderata et désillusions du peuple. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Je pense que ce sont des informations qui permettraient de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Maintenant, pour un avenir plus serein, je pense qu'il faudrait qu'on ait, comme l'a dit dans son discours le président de la République, une approche beaucoup plus solidaire, notamment pour les pauvres, les plus démunis, et puis travailler sur une vision très claire de la société dans laquelle on veut vivre, dans un environnement très paisible, loin de la discorde. Et je pense que la paix doit venir sur la Côte d'Ivoire.
Je suis ivoirien, moi-même qui dirige le débat et je suis très fier de l'être. Nous adorons tellement ce pays, la Côte d'Ivoire. Nous n'en avons qu'un seul. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Et depuis Paris, pour la première fois, la diaspora se prononce sur ces questions épineuses qui alimentent l'actualité. En l'occurrence, M. C.I. Clément, qui est le président fondateur du désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, qu'on appelle DPACI, et de M. Serge Loba, le président fondateur de TPLP, Tout par le peuple. Et quand on aime quelque chose, on la préserve. Préservons la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Aimons-la, aimons-nous, et je pense, en fonction de ce que M. Loba vient de dire, le président de la République utilise souvent l'expression solidaire. Je crois que beaucoup aimeraient qu'il le traduise dans les faits et dans les gestes. C'était depuis Paris. Merci à mes deux invités et merci aussi pour la clarté de vos propos. Merci parce qu'on a senti aussi en vous vraiment l'amour de votre patrie et c'est ce que nous recherchons. Merci et on vous dit merci et à très bientôt. Merci beaucoup et puis à bientôt.